Eh bien d'abord, merci donc à Muriel et au bureau du GDR Concorde de m'avoir invité à présenter nos derniers développements sur les aspects indentation, alors à chaud, mais comment extraire des propriétés mécaniques finalement via des sédimentations en température. Alors ces travaux, c'est des travaux qui ont principalement été menés dans le cadre des thèses de Paul Barral et de Gabriel Tiffen, d'ailleurs, qui sont dans l'assistance. Et en collaboration, donc une ancienne collaboration, je dirais, avec Jean-Luc Loubet, qui est présent aussi, Jean-Michel Bergeau. Donc, c'est des travaux qu'on mène ensemble depuis une bonne quinzaine d'années, donc maintenant, entre nos deux laboratoires, l'École des mines de Saint-Étienne et l'École centrale de Lyon. Alors, je vais revenir sur un point qui me semble important, donc qui a été présenté par Marc, c'est cette notion de dureté. Alors là, j'ai un truc en plein milieu, c'est pas terrible, j'espère que vous ne le voyez pas, mais hop, je vais le virer. OK. Alors, c'est le problème avec Zoom. Voilà. Donc, ce problème le concept de dureté et de contrainte représentative dans les matériaux. Alors, si on fait un essai d'indentation pointu, vous pouvez voir que le champ de déformation sous la pointe ou le champ de contrainte est autosimilaire. Alors, s'il est autosimilaire, ça veut dire qu'on peut se permettre de le représenter par des coordonnées réduites, sous cette forme-là. Et en gros, on peut penser qu'il existe une valeur de contrainte et une valeur de déformation qui va représenter ce qui se passe dans ce volume affecté. Et cette valeur de déformation et de contrainte, eh bien, on peut les relier entre elles à la courbe contrainte-déformation du matériau. Alors, courbe contrainte de déformation au sens obtenu avec un essai uniaxial comme un essai de traction ou un essai de compression, par exemple. Si on reprend par exemple les pointes classiques, eh bien, la pointe Vickers a une déformation représentative qui est de l'ordre de 8%. Donc, beaucoup d'études sur les sédimentations a consisté à essayer d'identifier cette courbe contrainte déformation, et une idée qui était avancée par Tabor il y a très très longtemps, c'était de faire varier finalement l'angle de pointe pour mesurer différents points de la courbe contrainte déformation. Alors, comment s'y prenait Tabor? Donc Tabor, c'est la personne vraiment qui a vraiment démarré le sujet, hein, et dont les modèles fonctionnent toujours très bien aujourd'hui, hein, donc on est dans les années 50. Donc ce qui avait introduit Tabor, c'était de dire que cette contrainte représentative, en fait, elle représente, c'est la dureté divisée à peu près par 3. Donc la dureté, vous avez bien compris, c'est une pression de contact. Voilà. Et la déformation représentative, alors ça, c'est un petit peu plus ardu à définir, mais on sent bien qu'elle est dépendante de l'angle de la pointe, hein, ici, et via un petit facteur 0,2 qui a été introduit empiriquement par Tabor. Alors, il y a eu beaucoup de modèles, hein, qui ont étendu les approches de Tabor. Donc là, je me permets de citer celui qu'on avait fait durant ma thèse avec Jean-Luc et Jean-Michel. C'était d'étendre en fait ce modèle de Tabor aux matériaux qui étaient élastoplastiques. Alors, bon, le concept, c'était de dire qu'il existait un matériau élastique qui passait par le point représentatif du matériau élastoplastique, et en travaillant un peu sur les expressions, on tombait sur ces expressions analytiques. Vous pouvez retrouver ici la même chose, ce qu'on appelle le facteur de confinement qui est là, mais là qui dépend du module d'élasticité et de paramètres qui sont complètement analytiques. La déformation représentative, de la même façon, hein, on voit apparaître cette fois la partie élastique en plus par rapport à ici. Et alors, on peut se permettre aussi d'aller un petit peu plus loin et on peut définir la notion de vitesse de déformation représentative. Et ça va nous intéresser plus particulièrement par la suite, puisqu'on va parler de viscoplasticité de fluage. Donc, on peut voir apparaître dans cette donnée de vitesse de déformation représentative, donc ce paramètre qui est h point sur h, c'est la vitesse d'indentation sur la pénétration de l'indenteur. Donc ça, c'est relativement important. Bon, on voit aussi que cette expression, elle dépend de la sensibilité à la vitesse de déformation. Alors, tout de suite, un petit warning. Donc quand on parle comme ça avec l'essai d'indentation, on se dit, mais il nous raconte n'importe quoi, parce qu'on voit très bien que l'indentation, ce n'est pas un essai uniaxial, hein. Quand on a vu le champ de déformation à côté, ça n'a rien à voir avec un essai uniaxial. Et là, on est en train de parler d'une contrainte. Alors, c'est même pas un tenseur, c'est un scalaire. Et on veut essayer de reconstruire la courbe contrainte déformation avec ça. Alors, avant de réagir tout de suite, hein, je vous demande juste d'attendre un petit peu, hein, et on va faire un essai ensemble. Juste, ouvrez pas vos yeux tout de suite, quoi. Et vous allez voir si ça marche ou ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on mesure vraiment? Alors là, je me suis permis de récupérer un scan de Jean-Luc Loubet. Alors, il m'a dit récemment que c'était tombé dans le domaine public, donc je me permets de le montrer maintenant. Donc, il date des années 80, pendant sa thèse, et on peut s'apercevoir qu'à l'époque, déjà, on mesurait déjà à peu près les mêmes choses que maintenant, c'est-à-dire une force, un déplacement, donc une force, un déplacement, un bon papier millimétrique, certains d'entre nous ont connu, et tout ça en fonction du temps, et bien sûr, la rigidité de contact, vous voyez ici.
Alors à l'époque, il n'y avait pas forcément le module CSM qui nous permettait de faire varier, de mettre cette oscillation, voilà, mais on pouvait faire plusieurs décharges. Voilà. Et donc, on pouvait mesurer la rigidité en continu. Donc, ce paramètre est relativement important puisqu'on va l'utiliser dans le reste de nos débrouillements. Donc, la première partie de l'exposé, alors c'est plutôt lié à la thèse de Paul, qui est soutenue en 2018, et donc je vais vous présenter un peu les méthodes qu'on utilise pour extraire des propriétés qui dépendent du temps avec l'essai d'indentation, alors à température ambiante ou à chaud. Alors, quelles sont ces propriétés habituellement? Eh bien, on va partir de modèles relativement simples, donc des modèles de fluage assez classiques, que vous pouvez reconnaître ici, avec une sensibilité à la vitesse de déformation, avec une énergie d'activation et un volume d'activation. Donc, concrètement, ce qu'on va chercher à calculer, à mesurer pour définir les mécanismes qui opèrent dans notre matériau, eh bien, c'est ces différentes grandeurs. Donc, toute la magie, c'est de trouver des méthodes qui nous permettent de mesurer ces grandeurs et après d'interpréter le comportement viscoplastique, les mécanismes plastiques qui agissent au cœur de mon matériau. Et bien sûr, comme sur les essais uniaxiaux classiques, comme de traction ou de compression, eh bien, on va utiliser le même type de méthode, sauf qu'on va le faire avec l'indentation. Donc, des essais, par exemple, à vitesse de déformation constante, des essais de fluage ou des essais de relaxation, mais bon, bien sûr, à l'échelle de quelques microns. Donc, la méthode la plus utilisée classiquement pour avoir ce type de paramètres, c'est les essais à vitesse de déformation constante, alors qu'on peut complexifier un petit peu en mettant des sauts, des strain rate jump tests. Alors, c'est des choses qui existent aussi à l'échelle macroscopique. Donc, l'idée, c'est de faire un essai d'orientation et de faire varier la vitesse de déformation, donc en jouant sur le paramètre h point sur h, ici, et de venir mesurer l'évolution de la dureté quand on change la vitesse de déformation. Alors, si on mesure la dureté, alors cette dureté, comment on la mesure? Bien sûr, c'est directement la force divisée par l'aire de contact, et l'aire de contact, on peut l'obtenir via la rigidité de contact si on connaît le module d'élasticité. Donc, c'est tout ce que nous a présenté Marc tout à l'heure. Donc, si on connaît la dureté, on connaît la contrainte, plus ou moins. Si on connaît H' sur H, on connaît la vitesse de déformation. Donc là, on applique des méthodes très classiques pour obtenir notre sensibilité à la vitesse de déformation. Et par là, on peut mesurer donc, nos volumes d'activation avec ce type de test. Donc ça, c'est des tests qui sont assez répandus. Alors, il y a d'autres types de tests qui sont en train de se développer. Alors, ça, c'était plutôt la thèse de Paul. C'était comment essayer de faire des essais de relaxation avec un essai d'indentation. Alors, pour mémoire, un essai de relaxation, ça consiste à appliquer une déformation et de la maintenir et de laisser la contrainte se relâcher. Et à partir de ça, de remonter aux propriétés viscoplastiques du matériau. Alors, avec un essai d'indentation, on va faire presque la même chose, sauf que là, on n'applique pas vraiment une déformation au premier sens du terme, mais on va appliquer une pénétration de l'indenteur. On va figer en fait la géométrie du contact et on va laisser la force se relâcher. Donc voilà à peu près ce qu'on va mesurer sur un essai de relaxation en indentation. Donc vous avez la pénétration de l'indenteur qui, sur la première phase qui augmente, puis on la stabilise. Et pendant cette phase-là, vous avez une décroissance de la force. Alors, le gros intérêt de cette méthode-là, c'est que vous allez avoir un volume affecté par l'indentation qui va rester à peu près le même pendant la phase de relaxation. Donc, si vous avez des problèmes avec des conditions aux limites, comme présenté par Marc juste avant, eh bien là, vous êtes sûr que vous êtes toujours sur le même volume affecté. Alors que précédemment, quand on faisait des essais à vitesse de déformation constante avec des sauts, eh bien, on n'était jamais sur le même volume affecté. Donc ça, c'est un des intérêts de l'essai de relaxation. Alors, la grosse difficulté des essais de relaxation, mais comme les essais de fluage d'ailleurs, et comme beaucoup d'essais d'orientation, c'est un petit peu ce qu'on appelle le cauchemar, de mon point de vue, dans les essais d'orientation, c'est la dérive thermique. Alors, la dérive thermique, c'est le fait que dans votre nano-indenteur, eh bien, tout va se dilater en permanence avec des petites modifications de température. Et c'est-à-dire que la mesure de déplacement que vous allez avoir au niveau de vos capteurs ne va pas forcément correspondre exactement à ce qui se passe au niveau de votre pointe. Voilà. Et ici, dans un essai de relaxation, c'est encore plus prégnant parce que si vous maintenez la consigne constante en déplacement au niveau du capteur ici, eh bien, vous pouvez avoir quand même des variations, des dilatations dans votre système, ce qui fait que la géométrie du contact va changer et donc la force va changer. Alors ça, on le voit très bien, par exemple, si donc on mesure pendant notre essai, pendant des essais longs de relaxation, on fait plusieurs essais et vous pouvez voir ici les différentes valeurs de force. Voilà. Donc différents essais et on n'a pas du tout les mêmes courbes en termes de force, alors qu'on a la même pénétration de la lenteur qui est imposée. Alors ça, on peut le relier assez facilement au fait que la surface de contact en fait varie pendant l'essai, n'est pas la même, et ça se voit très bien avec la mesure de raideur.
Donc, comme je vous le rappelle, ce qu'avait présenté Marc précédemment, la raideur est reliée directement à l'aire de contact. Okay, donc, ces variations d'aire de contact, naturellement, ça fait varier l'effort, et donc on ne peut pas vraiment arriver à mesurer ce qui se passe correctement en matière de relaxation pour des essais de relaxation relativement longs. Donc, pour pouvoir faire ce type d'essai, eh bien, il est nécessaire de trouver une astuce, et notre idée, c'était de ne plus travailler en déplacement, voilà, mais de travailler en raideur de contact et de maintenir la raideur de contact constante. Alors, la raideur de contact constante, ça veut dire qu'on maintient l'aire de contact constante. Donc, c'est ce qu'on cherche finalement quand on fait de la relaxation. Donc, voilà à peu près ce qu'on arrive à obtenir quand on fait ce type d'essai. Donc, vous pouvez voir ici qu'on maintient l'aire de contact constante, ou la raideur de contact constante ici. Et là, vous voyez les mesures d'effort, et donc c'est très, très répétable. Alors maintenant, si on regarde le déplacement, ça ne ressemble plus à grand-chose, hein. Vous pouvez voir que les différentes courbes de déplacement sont relativement différentes, et ça, c'est le phénomène de dérive thermique. Mais finalement, pour nous, ce n'est pas très grave, puisqu'on n'utilise plus ce déplacement pour faire nos mesures. Donc, une fois qu'on a notre raideur de contact, donc on a notre aire de contact, donc on peut avoir notre dureté. Une fois qu'on a notre dureté, notre pression de contact, on peut calculer la contrainte représentative. Et une fois qu'on a la contrainte représentative, on peut calculer, via la théorie de la relaxation uniaxiale, la vitesse de déformation pendant la phase de relaxation. Alors voilà le type. Alors, ce qui est assez intéressant, que je n'ai pas mentionné, c'est qu'avec ce type de méthode, on arrive à augmenter de quasiment 2 ordres de grandeur en termes de magnitude sur les phénomènes de relaxation. Voilà. Donc toute cette partie-là devient mesurable maintenant. Alors, quand on développe une nouvelle méthode en orientation, ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, on valide ça sur de la silice fondue. Donc ça, c'est la base, hein. Vous avez développé quelque chose, vous testez sur la silice fondue, hein, parce que c'est le matériau qui marche tout le temps, dans toutes les conditions. C'est quand même plutôt sympathique. Et donc là, vous pouvez voir, par exemple, des courbes, vitesse de déformation et dureté. On aurait pu mettre vitesse de déformation et contrainte, ça aurait donné la même chose. Et vous pouvez voir que les courbes s'alignent bien avec les résultats de la littérature connue sur la silice fondue. Alors, le gros intérêt, c'est que ça nous permet de descendre à des vitesses de déformation quasiment de l'ordre de 10-7, 10-8. Alors, de la même façon, on a validé ça sur du PMMA aussi, et donc ça s'aligne aussi très très bien avec les essais macroscopiques de compression qui ont été publiés dans la littérature, ou d'autres essais d'indentation. Donc, ça nous permet surtout d'aller chercher des faibles vitesses de déformation, et derrière d'arriver à mesurer par exemple des volumes d'activation. Et quand on compare l'évolution des volumes d'activation dans le PMMA en fonction de la vitesse de déformation aux modèles qui ont été publiés dans la littérature, on était plutôt content finalement, donc par rapport à l'adéquation avec la littérature. Donc vraiment, ces essais-là doivent nous permettre à terme de vraiment mesurer le comportement des matériaux et les phénomènes qui se produisent au sens viscoplastique dans les matériaux. Alors maintenant, si on fait varier la température, l'idée c'est d'aller chatouiller les notions d'énergie d'activation. Donc bon, là, on a travaillé sur du sélénium amorphe. On a varié un petit peu la température, c'est pas énorme ici, mais ça suffit pour ce matériau, hein. Vous pouvez voir que là, on a des vitesses de déformation des graphes qui sont un petit peu différents en fonction de la température, c'était attendu par rapport à la théorie de la viscoplasticité, et ça nous permet de trouver l'énergie d'activation apparente, qui nous permet de recalibrer, enfin de faire en sorte que toutes les courbes se superposent, et en faisant cet ajustement, on trouve une énergie d'activation qui est très très proche de ce qui a été publié dans la littérature. Alors, il existe aussi d'autres types d'essais. Donc, il y a les essais de fluage, qui sont le pendant de l'essai de relaxation. Alors, l'essai de fluage, pour mémoire, c'est le fait d'appliquer une contrainte constante pendant la phase de fluage, et on laisse le matériau se déformer. Alors, en orientation, on va faire un petit peu pareil. Alors, on va appliquer, à défaut d'appliquer une contrainte constante, on va appliquer une force qui va rester constante pendant la phase de fluage, et on va laisser la pointe pénétrer dans le matériau. Alors, vous pouvez voir ici les types de mesures qu'on va obtenir. La force qui évolue ici, on la maintient constante. Et après, vous avez ici la pénétration de la lenteur qui continue jusqu'à la phase de décharge. Alors, si la pénétration augmente, ça veut dire que le volume affecté augmente. Donc, pour moi, c'est la principale difficulté vis-à-vis de l'essai de fluage, c'est que finalement, on ne sollicite pas exactement le même volume qu'au début de la phase de fluage.
Mais bon, c'est quand même des essais qui marchent relativement bien et qui donnent des résultats très similaires à la relaxation et aux essais à vitesse de déformation constante. Alors vous me direz, bah, là aussi, il y a quand même un problème vis-à-vis de la mesure de déplacement parce qu'on est sur des temps qui peuvent être relativement longs et on doit avoir aussi des effets de dérive thermique. Eh bien, naturellement, la meilleure façon de s'en sortir, c'est une fois encore de passer par l'utilisation de la raideur de contact plutôt que par le déplacement pour faire nos mesures de fluage. Donc, on reprend exactement les mêmes équations, hein. Donc, on a l'air de contact via la raideur, on a la contrainte via la dureté, et pour mesurer la vitesse de déformation, eh bien, on utilise donc la correspondance qu'il y a entre H point sur H et S point sur S. Alors, vous pouvez voir ici, hein, dans ce qui était publié par Verena Mayer, la différence entre le déplacement qui est mesuré, vu par le capteur, et celui qu'on est censé avoir quand on corrige. Voilà. Donc voilà. Donc les essais de fluage, les essais de relaxation et les essais de vitesse de déformation constante, c'est vraiment des essais aujourd'hui qui se démocratisent au niveau de la nano-orientation pour mesurer les propriétés qui dépendent du temps dans les matériaux. Alors maintenant, la grande question, c'est faire cela à haute température. Alors, la difficulté de la haute température, ah oui, un point que je n'avais pas mentionné ici, c'est que la petite difficulté avec le fluage, c'est aussi qu'il faut une définition plus précise de la vitesse de déformation. Mais s'il y a des questions à ce sujet, j'ai un slide en plus pour vous expliquer ça. Alors, maintenant, passons à la haute température. Donc, la haute température, ou la température, c'est la difficulté, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ces problèmes de dérive thermique. Donc tout va se dilater, va bouger dans le nano-indenteur. Donc il est extrêmement important d'avoir la pointe et l'échantillon qui soit exactement à la même température. Alors tout est dans le terme exactement, mais en tout cas, si on ne veut pas de problème de dérive, il faut avoir une stabilité de la température au niveau de la pointe et puis de l'échantillon. Alors ça, c'est un exemple de la thèse de Gaylor-Guillonneau, donc il y a déjà une dizaine d'années, où on avait travaillé sur un échantillon de silice fondu qu'on avait chauffé à 60 degrés et on chauffait la pointe par le contact avec la silice fondue. Et vous pouvez voir ici les courbes de force déplacement. Bon, bah, vous pouvez voir qu'on n'en fait pas grand-chose de ces courbes de force déplacement. Au contraire, si on regarde la rigidité de contact, elle était très répétable. Donc vraiment, s'il faut faire à haute température, c'est trouver ces méthodes qui nous permettent vraiment de calibrer les choses, étalonner les choses. Donc il y a toute une phase de température matching qui est à prendre en compte. Alors maintenant, la plupart des fabricants savent faire et proposent des solutions intéressantes. Et je dirais que le record du monde, c'est ce qui s'est fait je dirais, dans le groupe de Karsten, donc à Darmstadt. D'ailleurs, je crois que Christiane s'est connectée tout à l'heure. Je l'ai vu connecté. Donc là, ils sont montés quasiment jusqu'à 1100 degrés pour faire des essais sur du molybdène. Alors, quel type de mesures ils ont pu réaliser sur ce matériau-là? Alors, vous pouvez voir l'évolution du module d'élasticité en température, mais vous pouvez voir aussi les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, donc les courbes de fluage. Des fluages en fonction de la température. Donc, vous avez un décalage dans cette direction-là avec la température. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, l'aspect haute température en orientation commence à se démocratiser, même si c'est quand même à chaque fois une prouesse expérimentale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ces mesures d'indentation? Eh bien, on peut s'amuser à mesurer, comme je vous l'ai dit, les propriétés viscoplastiques, mais on peut essayer aussi de relier ça aux aspects microstructuraux et pourquoi pas s'amuser à suivre l'évolution des microstructures dans les matériaux avec ces essais d'indentation, donc de façon in situ. Alors là, on passe plutôt de la thèse de Paul à la thèse de Gabriel. Alors, bon, c'est Paul qui avait commencé ces aspects-là au milieu de sa thèse, où on avait commencé à faire des essais à chaud. Donc ça, c'était en collaboration avec l'ICMPE, avec Mathilde Laurent Brock, qui est ici. Et donc l'idée, à la base, c'était de se dire, bon, je pars avec un échantillon d'aluminium qui a été laminé, voilà, avec un certain degré de corroyage. Je le mets dans le nano-indenteur, je monte à 300 degrés et je fais des essais d'indentation au fur et à mesure du cycle en température, ici. Et à la fin, on obtient un matériau qui est complètement recristallisé. Alors, je vous passe tous les détails de calibration, donc ça a pris quand même pas mal de temps. Le fait qu'on ne peut pas faire beaucoup d'essais pendant le cycle en température, donc finalement, on n'a pas tant de points que ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive quand même à voir quelque chose sur les cours force déplacement.
Bon, tant mieux, vous me direz, hein. Donc là, vous pouvez voir ce qui se passe à température ambiante quand on chauffe. Voilà, la courbe bleue, force déplacement. Et là, les courbes jaunes et rouges, donc ça, c'est en fonction du temps, vous avez compris. Et donc, on a un petit décalage vers la droite, donc ça veut dire que le matériau s'adoucit. Autre phénomène que l'on peut observer, c'est ces espèces de petits décrochements que vous voyez ici. Ça, c'est ce qu'on appelle couramment des pop-in. Alors, cette pop-in, c'est une instabilité dans le matériau qui est liée à une avalanche de dislocation. Donc, c'est le passage un peu brusque entre le régime élastique et le régime plastique, et ça apparaît d'autant plus qu'il y a peu de dislocation initialement dans le matériau. Donc, c'est beaucoup plus favorable dans des matériaux recristallisés que dans des matériaux qui ont été déformés. Alors voilà le type de courbe qu'on a pu obtenir à l'époque en termes d'évolution de la dureté en fonction de la pénétration de la lenteur. Donc bien sûr, on vient mesurer la dureté lorsqu'elle devient stable dans le régime autosimilaire. Et après, on peut reporter ça en fonction du temps. Donc ça, c'est les petits points noirs et blancs. Et vous pouvez voir clairement une transition en matière de dureté qui correspond à celle qu'on observe si on fait des essais macroscopiques aussi sur les mêmes échantillons. Donc on était plus content, ça marchait, plutôt content parce que ça marchait. Au départ, on n'était pas complètement rassurés, hein. On voit qu'il y a une transition qui s'opère là, et donc ça, c'est clairement la recristallisation. Voilà, la petite difficulté, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup de points dans cette transition. Alors maintenant, si on regarde les aspects pop-in, donc les statistiques de pop-in, avant la transition, on n'a quasiment pas de pop-in, comme attendu, et quand on arrive à la transition, c'est là qu'on commence à avoir plusieurs pop-in. Donc ça, c'est aussi un marqueur de la recristallisation. Donc on voit qu'il y a du potentiel pour ce type de méthode pour faire du suivi d'évolution microstructurale, donc dans le cas présent, de recristallisation dans les matériaux métalliques. Alors, l'idée, in fine, c'est clairement d'arriver à obtenir, par exemple, des cinétiques de type JMAC pour décrire la recristallisation. On pourrait aussi imaginer faire des choses un peu similaires avec des transphosphases, par exemple. Et là, vous voyez, bon, à partir de nos essais, on a pu identifier une cinétique de Johnson-Melavredi. Alors, on a voulu étendre ça dans le contexte de la thèse de Gabriel. Alors, l'idée maintenant, c'est de pouvoir faire beaucoup plus d'essais pendant un cycle en température et de mesurer ce qui se passe pendant la rampe, pendant le chauffage. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la grosse difficulté, c'est vraiment la phase de calibration, donc pour avoir des mesures qui sont répétables. Et le fait de faire des mesures très rapides, donc là, vous pouvez voir qu'on va faire des mesures en moins d'une seconde. Donc là, le cycle de charge fait 0,5 secondes. Eh bien, on peut considérer que pendant le cycle de chargement, donc de moins d'une seconde, l'essai est quasiment isotherme. En plus, on va tellement vite que les effets de drift sont très, très limités. Et avec un tel cycle, on va mesurer donc la dureté, le fluage, donc on a une petite phase de fluage pendant 0,1 seconde, et puis là, on a une décharge dite à 3 points, alors je reviendrai dessus plus tard s'il y a besoin, mais qui nous permet de mesurer le module d'élasticité. Alors, ce n'est pas une décharge classique, hein, c'est parce que dans ces essais-là, on ne peut pas faire de mesure continue de la rigidité, et si on décharge pas suffisamment vite, on va avoir un nez de décharge et on a des difficultés pour mesurer la raideur correctement. Donc, on a trouvé cette astuce, donc justement avec Warren Oliver, pour obtenir, pour mesurer ce qui se passait vraiment dans la décharge et avoir notre module. Alors, comme toujours, quand on fait quelque chose en orientation, on valide ça sur la silice fondue. Donc, vous pouvez voir ici un cycle thermique appliqué sur la silice fondue avec un chauffage à 3 degrés minute, donc un certain temps à température max et puis un refroidissement. Et voilà le type de résultat qu'on obtient, donc la variation en continu, hein, de la température, du module d'élasticité, de la silice et de la dureté. Alors, on était plutôt content parce que ça fit quand même plutôt bien ce qui était prévu pour la silice, avec une petite croissance d'ailleurs du module d'élasticité avec la température, et la même chose en matière de dureté. Donc voilà, c'était une façon de valider la méthode de Gabriel. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'appliquer ça à notre aluminium. Alors là, on est parti sur un aluminium pur qu'on avait au laboratoire, et on a fait plusieurs cycles thermiques sur différents échantillons. Donc un échantillon qui était préalablement recuit, donc qui était complètement recristallisé, donc l'échantillon bleu, et 2 échantillons qui étaient laminés avant de le passer dans le nano-adenteur, et avec 2 températures différentes et 2 temps de maintien différents. Par contre, c'est exactement la même montée en température. Alors, si on regarde l'échantillon qui a été recuit initialement, on voit qu'on a, on a la même chose en chauffage et en refroidissement. D'accord. Donc, comme attendu, on a une décroissance de la dureté avec la température. Donc là, après, on peut s'amuser à essayer de déduire des choses du point de vue de la viscoplasticité du matériau à partir de ce type
courbe. Donc, il existe des choses depuis longtemps sur les aspects dureté à chaud, pour déduire des choses par rapport à ça. Et puis aussi, on peut suivre l'évolution de la sensibilité à la vitesse de déformation en fonction de la température. Donc, comme attendu, on a une augmentation de cette sensibilité à la vitesse de déformation. Bon, ça corrèle plutôt bien d'ailleurs avec d'autres mesures qui étaient publiées dans la littérature à côté. Alors maintenant, si on regarde l'échantillon qui a été laminé, les deux échantillons qui ont été laminés, là, on n'a plus la même chose entre chauffage et refroidissement. Donc au chauffage, on a une décroissance de la dureté qui est beaucoup plus importante que sur l'échantillon qui a été recueilli initialement. On ne part pas du même point, naturellement. Alors, cette décroissance de la dureté, on va la lier donc, à l'activation de la viscoplasticité, mais aussi à un phénomène de restauration qui peut se produire pendant la phase de chauffage. Et là, vous voyez qu'il y a un petit point, un changement de pente ici, qui est plutôt lié, de notre point de vue, au phénomène de recristallisation, qui commence à apparaître à partir d'une certaine température. Et puis bon, là, on fait les deux cycles thermiques différents, et on voit qu'on n'arrive pas au même point, que ce soit le cycle jaune ou le cycle rouge. Le cycle rouge, on arrive comme sur le matériau bleu, et le cycle jaune, on en est un peu au-dessus. Et si on regarde les microstructures finales, et bien finalement, on voit bien qu'on n'a pas exactement la même microstructure pour le bleu et pour le jaune et pour le rouge. Là, on a un échantillon qui est finalement assez peu recristallisé, tandis que là, on a un échantillon qui est quasiment complètement recristallisé. Alors, à partir de ça, on peut s'amuser à essayer de déduire des paramètres, donc des énergies d'activation pour la restauration, pour la recristallisation. Donc là, il existe plein de modèles. Alors, je me suis permis d'indiquer le modèle de Marc Verdier, premier orateur qui avait travaillé beaucoup sur la restauration dans sa thèse, il me semble, Marc. Donc la restauration, c'est quoi en quelques mots? C'est le fait que les dislocations vont se réarranger en température et vont s'annihiler, donc le matériau va s'adoucir et on peut arriver à trouver certains modèles qui nous permettent de décrire l'évolution de la contrainte au fur et à mesure du temps comme étant liée à ces densités de dislocation. La recristallisation, c'est un mécanisme un petit peu différent, puisque dans la recristallisation, on a besoin de germination de nouveaux grains. Et ces nouveaux grains qui sont vierges de dislocation, eux, vont croître aux dépens de l'ancienne microstructure. Et donc finalement, ça va permettre d'avoir à la fin une microstructure qui est un petit peu plus molle. Donc ça va être décrit par des cinétiques de type JMAC que j'avais montré tout à l'heure. Et vous avez aussi un phénomène d'activation thermique qui est associé à la recristallisation, c'est-à-dire que le taux de recristallisation est d'autant plus rapide que la température est élevée. Donc là, maintenant, si on met tous ces modèles en même temps, eh bien, on peut se permettre d'essayer de fitter nos expériences avec ces modèles-là. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore publié par Gabriel, mais ça va bientôt l'être. Et on s'aperçoit que finalement, ces différents modèles nous permettent de reproduire assez bien nos expériences. Alors, on a encore un petit écart sur la courbe jaune qu'il faut qu'on explique. Mais concrètement, l'idée de ce slide, c'est de vous dire, voilà, avec ce type de manip, eh bien, on peut peut-être à terme commencer à obtenir des renseignements sur ces phénomènes qui se produisent à haute température, de ces phénomènes de recristallisation, de restauration, pourquoi pas de changement de phase ou des phénomènes d'oxydation. Alors, cette approche a été étendue au verre métallique, donc dans le cadre de la collaboration avec Philippe Steyer et Solène Combi d'Assonville, donc l'année dernière. Alors, un verre métallique, bon, c'est un amorphe, vous connaissez bien. Alors là, on va avoir des résultats légèrement différents par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, puisque, alors comme tout à l'heure, on a une décroissance de la dureté, donc dans le régime amorphe ici. Et puis, alors quand on passe à transition vitreuse, la dureté va s'effondrer pour entrer dans un régime superplastique, donc avec des duretés extrêmement faibles, ce régime qui est ici. Et dans ce régime superplastique, qui est extrêmement mobile finalement, eh bien, on va avoir des sensibilités à la vitesse de déformation qui sont proches de 1, donc on a l'impression d'être en présence d'un liquide. Alors ça devient tellement mobile que ça va se mettre à cristalliser très très vite. Et alors juste après, vous allez avoir la dureté qui va augmenter drastiquement jusqu'à se saturer à une certaine valeur, et on arrive dans le régime cristallisé. Donc avec ce type de manip, on arrive à suivre, comme dans un essai DSC, puis finalement, ce qui se passe en termes de transition dans un verre métallique. Alors, à partir de ça, on peut s'amuser à extraire des énergies d'activation. Donc, par exemple, Solène avait montré qu'il y avait une certaine ressemblance à l'énergie d'activation qu'on avait ici par rapport à la diffusion d'un élément dans un autre dans le verre métallique considéré. Et puis, on peut s'amuser aussi, encore une fois, à fitter la cinétique de cristallisation, donc avec un modèle de type JMAC, encore une fois. Solène avait comparé à des mesures de diffraction X en température, et la corrélation était plutôt sympathique. Alors maintenant, par rapport à votre communauté, alors ce qui vous intéresse aussi, c'est les cinétiques d'oxydation. Alors pourquoi pas s'amuser à faire la même chose donc à haute température pour essayer de mesurer ce qui se passe pendant l'oxydation.
donc en termes d'évolution de propriétés mécaniques, mais sur d'autres aspects. Alors, il y a déjà des gens qui sont amusés à faire ça, alors pas avec la méthode HTSI que je vous ai présentée, donc avec des essais d'indentation très rapides, mais avec des essais d'indentation plus classiques en température, où ils se sont amusés à corréler finalement l'épaisseur du film d'oxyde avec la dureté en température de façon in situ, et à regarder de la même façon le fluage. Donc, on voit une évolution du fluage en température, donc à relier plus ou moins avec la couche d'oxyde. Donc ça pourrait être une des applications à terme de ces méthodes type HTSI. Alors j'arrive maintenant aux conclusions. Donc très clairement, il y a eu beaucoup de progrès sur la dernière décennie sur les essais d'indentation haute température. Donc maintenant, il y a beaucoup de laboratoires qui commencent à s'équiper, un certain nombre en France. Il y a beaucoup de progrès sur les méthodes d'interprétation des essais, donc que ce soit en termes de fluage et de relaxation. Donc on peut commencer à mesurer des énergies d'activation, typiquement, en plus des sensibilités à la vitesse de déformation. Et dans le cas présent, donc là, je vous ai présenté une méthode un petit peu originale qui permet de faire du suivi quasiment quantitatif des phénomènes de cristallisation et de recristallisation in situ dans les nano-indenteurs. Donc là, pour l'instant, qu'on a appliqué l'aluminium à des verres métalliques, mais on pourrait appliquer à d'autres types de matériaux. Alors, quelle est la prochaine étape? Alors, ça peut être les plus hautes températures encore. Pourquoi pas l'oxydation? Alors, pourquoi pas aussi parler des autres essais micromécaniques, puisque certains d'entre vous qui me connaissent doivent se demander mais où est-ce qu'il a mis ces essais de micropiliers. Bon, j'avais pas le temps d'en parler ici, mais on pourrait aussi faire des choses avec des essais de microcompression. Alors là, je passe la parole maintenant à David Tabor pour le dernier slide de cette présentation. Donc, bon, j'aime beaucoup cette phrase-là. C'est parce que finalement, quand on présente les essais d'indentation comme ça, on a l'impression que c'est relativement simple. On fait la corrélation entre l'essai de traction et l'essai d'indentation quasiment directement. Bon, il faut quand même que je reste un petit peu calme par rapport à ça. Hein. C'est qu'on peut vite se tromper. Donc, des fois, des interprétations un petit peu rapides peuvent nous amener à des mauvaises conclusions. Donc, la question, est-ce que ça reste vrai aujourd'hui? De mon point de vue, oui. Mais bon, peut-être ça sera à vous de me le dire dans le futur. Merci pour votre attention.